Bonjour à tous et merci d'avoir rejoint cette troisième conférence en ligne consacrée à l'apprentissage de la lecture. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur la différenciation et la consolidation dans l'apprentissage de la lecture au CP. Nos intervenants seront Luc Maisonneuve, qui est donc présent avec nous, et Sylvain Brégardis, que nous retrouverons par l'intermédiaire d'une vidéo enregistrée en différé que nous allons vous passer dans quelques instants. N'hésitez pas, tout au long de l'intervention, à poser vos questions par l'intermédiaire du chat qui se trouve à droite de votre écran. À la fin de la présentation, Luc Maisonneuve pourra y répondre. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Luc, pourriez-vous nous donner une rapide définition de ce que veut dire consolider? Bien, pour nous, bien entendu, pour notre groupe, consolider, c'est s'appuyer sur un apprentissage déjà commencé, déjà en partie réalisé. C'est-à-dire que ce n'est pas un apprentissage échoué. Consolider, c'est partir de quelque chose que l'on sait déjà au moins un peu, que l'on va améliorer, par exemple, que l'on va automatiser dans le cas des relations graphophonologiques en CP. Et alors, que veut dire différencier? Mais différencier, c'est ou faire ou refaire un apprentissage. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été fait. Faire un apprentissage, c'est faire quelque chose qui n'a pas encore été fait. Donc, par exemple, différencier peut s'adresser dans ce cas-là à des élèves qui sont déjà, disons, qui n'ont aucun problème en CP, et faire un apprentissage qu'ils n'ont pas encore réalisé. Donc, peut s'adresser à ce qu'on pourrait appeler des bons élèves. Refaire un apprentissage, c'est prendre en compte des difficultés d'apprentissage, notamment des élèves en difficulté, et leur permettre de refaire d'une autre manière un apprentissage qu'ils n'ont pas réussi à faire, disons, en direct. D'accord, donc si j'ai bien compris, consolider et différencier, ça s'adresse à tous les élèves, les bons comme les mauvais. Oui, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Le consolider et différencier, c'est pour tous les élèves, mais ce ne sont pas les mêmes exercices pour les uns et pour les autres, ni peut-être au même moment. D'accord. Nous allons donc maintenant diffuser la vidéo qui reprendra les grandes lignes des procédés de consolidation et de différenciation précis de mise en œuvre. Nous vous retrouverons tout à l'heure. L'exposé qui va suivre, je tiens à préciser que tout ce qui sera dit et présenté ne vaut que pour notre méthode, les aventures de Thiel et ses amis, et dans le cadre de celle-ci. Le thème du webinaire d'aujourd'hui porte sur la consolidation et la différenciation lors de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture au CP. D'abord, pourquoi consolider? Pourquoi différencier? Parce que les élèves sont tous différents. Pour mémoire, voici, parmi une infinité de profils d'élèves, 6 profils d'élèves en difficulté. Donc les 6 profils d'élèves que je vais vous présenter par la suite sont les suivants. Donc un lecteur centré exclusivement sur le code, un lecteur centré exclusivement sur le sens, un lecteur centré sur la reconnaissance lexicale, un lecteur centré en priorité sur le code, un lecteur centré soit sur le code, soit sur le sens, sans les faire interagir, et un lecteur combinant le code avec une partie du contexte, sans faire de vérification. Premier profil. Le lecteur, centré exclusivement sur le code, ne cherche pas de sens. On voit apparaître de multiples erreurs qu'il ne corrige pas puisqu'il ne cherche pas de sens. Les inversions de lettres, les changements de mots, un non-respect des règles des consonnes en rapport avec des voyelles. Il émettra des mots inexistants, par exemple sapane pour cabane, ou remplacera un mot par un autre qui lui ressemble graphiquement, par exemple assiette pour assiette. Il peut même se reprendre quand, par hasard, il dit un mot qui convient au contexte, mais qui ne ressemble pas au mot écrit. Par exemple, le bateau flotte sur l'eau, qu'il lit le navire flotte. Arrêt, reprise, le pas, le da, le bateau. Le second profil maintenant, c'est le lecteur centré exclusivement sur le sens. Ce lecteur devine beaucoup,
et il s'appuie fort peu sur les indices graphiques. C'est souvent ce que l'on appelle un devineur. Ainsi, la phrase « Toute la famille se promène en auto » est lue par un enfant de deuxième profil. L'auto roulait vite sur le chemin. Troisième profil. Le lecteur centré sur la reconnaissance lexicale. C'est un lecteur qui dit des mots, mais ne cherche pas de lien entre eux. Sur le plan de la lecture orale, il saute plusieurs mots. Les erreurs d'identification qu'il commet sont de l'ordre de la confusion des mots, qui se ressemblent graphiquement, par exemple verte et vente, ou encore d'un repérage de certaines lettres sur lequel il se base pour prononcer un mot. Par exemple, maman porte une blouse rouge devient maison, patate, une bleue rouge. Occasionnellement, il recherche le sens à l'aide de mots identifiés. Le quatrième profil. Le lecteur centré en priorité sur le code, qui déchiffre le début des mots et devine la fin de ceux-ci sans se soucier du sens du texte. Ce lecteur se sert d'une stratégie graphophonétique pour découvrir le début des mots, puis d'une stratégie de devinette sans tenir compte du contexte ni de la syntaxe. Par exemple, la fille a les cheveux courts est lu, la fille a les cheveux couvertes. Le cinquième profil. Le lecteur centré soit sur le code, soit sur le sens, sans les faire interagir. Ainsi, la phrase « Le géant voit un bocal de confiture » peut être lue « Le géant voit un pot de confiture ». Quelques lignes plus loin, la phrase « Le géant saute par-dessus la clôture » sera lue « Le géant saute par-dessus la clôture ». Le sixième profil. Le lecteur combinant le code avec une partie du contexte sans faire de vérification. Ce lecteur possède d'excellentes stratégies, mais il lui manque le réflexe de faire des vérifications. Les deux derniers profils regroupent les élèves en bonne voie de maîtriser les mécanismes de base. Il reste à apprendre à ceux qui entrent dans ces profils à faire interagir les stratégies. Pour ce qui est des 4 autres profils, il faut envisager une prise en charge plus importante. Les outils que nous allons présenter ont pour objectif d'aider à cette prise en charge. Ils sont efficaces, même s'ils n'ont pas la prétention de régler l'ensemble des difficultés rencontrées dans les classes de CP. Nous allons maintenant vous présenter comment différencier, consolider au quotidien, puis l'outil de consolidation que nous proposons dans la méthode, et enfin l'outil de différenciation de cette même méthode. L'ensemble des dispositifs illustrés ici se veut simple et facile à mettre en place. L'a priori est que tous les élèves réussissent et qu'ils sont tous capables de le faire. La méthode s'adresse donc à tous, et les séances sont avant tout des séances communes à tous. Consolider et différencier n'ont donc pas pour objectif de proposer à chacun une progression individuelle des apprentissages, mais de prendre en compte d'éventuels écarts de rythme, de compréhension, voire, éventuellement, une absence pour maladie qui aurait pu priver tel ou tel élève de certains apprentissages. La méthode prend aussi en compte l'ensemble des élèves dès le début de chacune des séances. Les outils de consolidation et de différenciation sont donc à penser comme des recours éventuels et non comme des passages obligatoires. Mais sans commenter plus avant, voilà la première illustration. Elle montre comment il est possible de consolider, différencier au quotidien, à partir du manuel, sans utiliser dans un premier temps ni l'outil de consolidation, ni celui de différenciation. Toute séance de classe est confrontée aux différences entre les élèves. Il est donc possible, voire même nécessaire, de différencier presque en continu. Pour nous, différencier, consolider, c'est proposer à la classe des situations d'apprentissage variées, à l'intérieur desquelles chaque élève trouve sa place à un moment ou à un autre. Ce n'est pas avoir une fiche de préparation, par élève et par jour. Pour illustrer la différenciation au quotidien, j'ai choisi une leçon du manuel qui se situe en fin de deuxième période, c'est-à-dire approximativement autour des vacances de Noël. C'est une période intéressante à illustrer, car l'hétérogénéité est très importante dans les classes. Certains élèves sont déjà lecteurs, une partie ne l'est pas encore tout à fait, et pour d'autres, on va dire que c'est pour bientôt. La différenciation est donc nécessaire.
Vous avez ici la première double page. Le phonème étudié dans cette leçon est le phonème k. Portons notre attention sur la page de gauche. En commençant par l'illustration. Pour introduire ce phonème, l'enseignant ou l'enseignante peut commencer par un travail sur l'illustration en donnant la consigne. Dans l'illustration, trouvez-moi des mots dans lesquels on entend k. Je vous laisse 4 minutes, ou un peu plus selon les habitudes de classe, pour en trouver et essayer de les écrire sur votre ardoise. Les mots que l'on peut trouver sont nombreux. Il y a école, camion, caillou, cochon, canard, coq, bec, casquette, collier, éclair, colère, cravate, crayon, carnet, képi, mais également le mot corps et les autres mots qui y sont associés, comme la cuisse, la nuque, le coude. Ici, je me permets un aparté, car, lors de ces moments d'écriture, nous conseillons à l'enseignant de se rendre pour aider les élèves à écrire. Il n'écrira pas le mot à leur place, mais va leur donner des indices graphophonologiques à l'aide des mots référents. Je ne vais pas développer ici, car nous expliquons cette démarche dans le guide pédagogique, ainsi que dans une précédente intervention. Donc, afin de différencier dans la classe, nous pouvons imaginer 3 consignes à partir de cette illustration, en fonction des avancées des élèves. Par exemple, consigne A, trouvez les mots qui contiennent le phonème. On peut le faire à l'oral et à l'écrit ensuite. Consigne B, trouve 5 mots qui contiennent le phonème. Puis, choisis-en 2 afin d'écrire des phrases qui contiennent ces mots. Le contenu des phrases est libre. L'élève peut les écrire en s'aidant de mots connus. Par exemple ici, avec le mot cochon, le cochon dort. Ou avec le mot cravate, papa a une cravate, par exemple. Consigne C. Tout d'abord, je précise que toutes les illustrations du manuel possèdent des scènes secondaires qui vont permettre dans un premier temps de formuler des phrases orales qui se rapprochent des phrases écrites. Pour cela, nous avons utilisé le gimmick des fourmis, qui permet de raconter autre chose que l'histoire principale, et qui présente des actions décalées et souvent humoristiques. Elles ont l'intérêt d'obliger les élèves à formuler des phrases lorsque l'on pose la question « Que font les fourmis ?» par exemple. Ces phrases sont d'abord formulées à l'oral, l'objectif étant de s'approcher du langage écrit. Peut-être est-ce encore un peu tôt en fin de deuxième période pour demander de formuler par écrit ce que font les fourmis, mais c'est intéressant que l'élève essaye et prenne le risque d'écrire autre chose que ce qu'il a appris, parce que c'est vraiment une réelle prise de risque pour les élèves d'écrire sans être guidés en début d'apprentissage. Dans tous les cas, l'outil est là tout le long de l'année. Des activités de différenciation peuvent également être mises en place à partir du texte. Tout d'abord, il est utile de préciser que le texte a été construit pour répondre à une double contrainte. D'une part, il utilise des mots qui possèdent le phonème étudié, et d'autre part, il s'intègre dans un épisode qui court sur plusieurs leçons dans un premier temps, sur une période complète ensuite. Chacun de ces épisodes s'intégrant lui-même dans une histoire suivie qui court sur l'ensemble du manuel, afin de favoriser au mieux le travail de compréhension. Donc, une fois que le travail de lecture-découverte de ce texte a été réalisé, un travail de recherche de mots contenant le phonème de la leçon pourra être effectué. Différentes possibilités sont alors offertes. Je précise que le travail peut se faire sur l'ardoise. Le premier exemple est axé phonologie. La consigne pour tous pourrait être trouver des mots où on entend K. Écrire les mots. Ici, par exemple, on a le mot cachette, le mot calme et le mot cache. Plusieurs variantes peuvent être proposées. Consigne A. On demande aux élèves d'isoler la syllabe qui contient le phonème et de donner le nombre de syllabes présents dans ces mots. Consigne B. On leur demande de trouver et d'écrire d'autres mots qui contiennent la syllabe K. Le même travail peut être réalisé pour les mots où on entend co. Dans le texte, on a copine et colère en ligne 3, avec le piège du mot court sur la première ligne. Ou alors, on peut réaliser un travail de lecture sélective. L'enseignant donne un mot, par exemple le mot calme, le temps est ici limité. Consigne A, on demande aux élèves de trouver et d'écrire le mot calme. Consigne B, on demande aux élèves de trouver et d'écrire la phrase qui contient le mot calme. L'enseignant pourra poursuivre avec d'autres mots. Sur la page de droite, nous avons différents supports de travail. Certains sont facilement exploitables pour une différenciation simple à mettre en œuvre. Sur la partie haute, nous avons la rubrique « Je construis et je lis des syllabes ». Ici, l'enseignant peut exploiter la liste des syllabes pour faire écrire des mots. La plupart des syllabes présentes dans cette rubrique proviennent de mots qui ont déjà été rencontrés dans le manuel.
La différenciation peut porter sur la difficulté. Par exemple, en consigne A, trouve des mots dans le manuel qui contiennent la syllabe « car ». On peut aider les élèves en leur donnant soit la double page, soit la rubrique dans laquelle chercher, ou soit la recherche chez livre. On peut faire le même travail avec la syllabe « co »,« que »,« court » et les autres éventuellement. Ou alors, consigne B, choisis 2, 3, 4 ou plus de syllabes, puis trouve des mots qui contiennent ces syllabes. Ici, l'élève est libre d'écrire les mots qu'il souhaite, du manuel ou hors du manuel. Ou alors, la différenciation peut ici porter sur la quantité. Les élèves pourront écrire un nombre plus ou moins important selon leur capacité. La deuxième rubrique de la plage de droite est intitulée « Je joue avec les mots ». Cette rubrique permet de travailler le code avec une entrée différente que précédemment. Elle est complémentaire. L'enseignant peut fonctionner ici de la même manière que sur la rubrique précédente. Ou alors, il peut donner l'une ou l'autre des consignes à réaliser à l'écrit, les consignes étant dans la bulle sur la partie droite. Soit les élèves doivent chercher un nombre préalablement défini de mots, soit la tâche demandée est présente sous forme de jeu. L'enseignant peut dire « Tu as 4 ou 5 minutes pour trouver le plus de mots possible dans lesquels on entend le phonème. » Selon les habitudes de classe, le jeu peut avoir des variantes, comme donner une valeur point aux mots. 1 point pour les mots habituels de la classe, 2 points pour les autres mots. Donc, grâce au manuel, l'enseignant peut facilement différencier au quotidien dans sa classe avec l'outil simple qu'est l'ardoise et le manuel. Chaque double page du manuel est conçue pour proposer plusieurs offres qui permettent de différencier dans sa classe sans mettre en œuvre de protocoles complexes. Nous avons conçu un outil de consolidation spécifique pour la discrimination visuelle et auditive. Les exercices de consolidation que l'on propose portent sur différentes confusions sonores ou visuelles, ainsi que sur l'application de règles orthographiques abordées en CP. Cet outil se trouve à la fin du cahier d'exercice. Le sommaire montre que certains thèmes apparaissent à plusieurs reprises, comme la confusion ou en, ou la confusion MN par exemple. Les exercices proposés sont gradués en difficulté, comme on peut le voir ici pour le thème MN. Ici, l'exercice de début d'année, et là, 2 propositions qui seront proposées un peu plus tard. Cet outil permet donc de proposer aux élèves un parcours différencié et permet une consolidation des acquis au moment opportun, tout en gardant une trace de leur progrès dans le cahier d'exercice. Il est difficile de présenter en si peu de temps cet outil, car il se présente comme un véritable couteau suisse qui peut être utilisé de plusieurs manières selon la pratique de l'enseignant comme de l'objectif pédagogique recherché. Tout d'abord, il offre un outil simple de lecture-différenciation sur le temps de classe. Cette différenciation s'adresse à tous les élèves, les moins avancés comme les plus avancés. Il peut être découpé et collé dans un carnet, dans un cahier. Il s'adapte donc au fonctionnement du plus grand nombre. Deuxième point, il offre un outil de lecture du soir dont les mots utilisés reprennent essentiellement les mots de la leçon. Les mots sont agencés d'une autre manière que dans le manuel afin de raconter autre chose. Ce type de lecture permet aux élèves d'abandonner plus rapidement la croyance qu'ont certains apprentis lecteurs que lire c'est réciter, ce qui arrive fréquemment. Cette lecture du soir peut également être différenciée. L'enseignant peut cocher un nombre approprié de lignes à lire en fonction des capacités des élèves. De même, la famille peut être guidée dans l'utilisation de cet outil en fonction des besoins de l'élève. Troisième point, il peut servir à différentes activités pour la lecture, on l'a vu, mais aussi comme production d'écrit à partir de phrases données, comme support de compréhension pour jouer avec les mots rencontrés. Il permet également aux élèves de découvrir des registres de textes différents de ceux du manuel. Ainsi, les élèves pourront rencontrer des textes avec présence d'implicite, des textes humoristiques, des textes pour questionner. Charge à l'enseignant de s'approprier l'outil selon sa pédagogie et ses élèves. Les exemples que je vais donner donnent un certain nombre de propositions d'utilisation. Par ailleurs, cet outil prend en compte l'évolution des élèves au cours de l'année. Dans les périodes 1 et 2, les phrases sont simples et sur le modèle déclaratif. À partir de la période 3,
Les registres des petits textes évoluent. Apparaissent des textes qui interrogent, des textes qui font sourire. L'outil fait aussi le lien avec le travail proposé dans le manuel sur la compréhension. Pour la période 4 et 5, les textes poursuivent leur évolution. S'ils restent, comme dans le manuel, construits autour du phonème étudié, la plupart de ces textes interrogent, surprennent. L'implicite intervient régulièrement dans la compréhension des petites histoires. Ces textes participeront à développer la capacité des élèves à traiter les inférences, c'est-à-dire à rendre explicite ce qui est implicite et à contribuer au plaisir de lire. Je termine en illustrant par un extrait de début d'année, la leçon 4. Intéressons-nous à la ligne 1, la lecture de syllabes. Chacune des syllabes présentées se trouve dans la double page du manuel correspondant à la leçon, ou alors elles ont été rencontrées précédemment. Il y a différents types d'utilisation de cette première ligne que nous proposons dans le guide pédagogique. Ici, proposition A, lecture de syllabes avec une entrée graphophonologique de type « jouons avec les mots ». Proposition B, approche combinatoire de la lecture de syllabes. Proposition C, recherche à l'oral et écriture sur la mots du manuel, mais également des mots de la classe ou des mots connus, selon les compétences des élèves, qui contiennent la ou les syllabes proposées. On peut différencier en variant le nombre de syllabes ou le nombre de mots à trouver lorsqu'il existe plusieurs possibilités. Proposition D. Lecture rapide des syllabes de gauche à droite et de droite à gauche. Proposition E. Écriture tâtonnée ou écriture de mots inventés. L'intérêt, ici, est de permettre aux élèves de jouer à écrire des mots connus ou inventés. Cet exercice peut devenir ludique si l'on demande, par exemple, de jouer avec les sonorités ou d'expliquer ce que pourrait signifier ce mot s'il était dans le dictionnaire des elfes. La deuxième ligne, la ligne étoile, est celle des mots inventés. Chacun des mots inventés est construit à partir des syllabes de la ligne 1 uniquement. Proposition A, décodage des mots inventés. Proposition B, lecture de plus en plus rapide des mots inventés. Proposition C, création, à l'oral ou à l'écrit, de mots inventés de 2, 3, 4, 5 ou plus de syllabes par les élèves. Sous forme, j'écris ce que j'entends sur l'ardoise par exemple. Nous avons également détaillé dans le guide pédagogique des pistes d'utilisation des autres lignes qui évoluent au fur et à mesure de l'année pour répondre au mieux à la progression des élèves. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo. Je vous laisse maintenant avec Luc Maisonneuve qui pourra répondre à vos questions. Merci à Sylvain Brégardis et Luc Maisonneuve pour cette vidéo pratique. Vous pourrez d'ailleurs télécharger cette vidéo à la fin de la conférence et la conférence dans son intégralité sera retransmise sur YouTube. Vous pourrez la retrouver en ligne. Avant de passer aux questions des auditeurs, quelques petites précisions. Si j'ai bien compris, finalement, tous les éléments du manuel peuvent servir à différencier ou à consolider, c'est ça ? Oui, c'est ce que vous avez pu voir sur la vidéo, c'est-à-dire que la différenciation se fait tout d'abord au quotidien, à l'aide du manuel, à l'aide des documents, des exercices, des textes du manuel. Et nos deux outils de consolidation et de différenciation sur lesquels nous allons revenir sont des outils supplémentaires, complémentaires. Mais dans un premier temps, la différenciation se fait au quotidien tel qu'a pu vous le présenter Sylvain Brégardis dans la vidéo. L'outil de consolidation qu'il nous a présenté, qui est donc dans le cahier d'exercice, permet lui de revenir en fait sur certains points difficiles. C'est un peu comme une banque de remédiation aux difficultés habituelles. Oui, mais comme je l'ai dit au départ, l'outil de consolidation est d'abord au service d'élèves ayant commencé les apprentissages, au moins un peu. C'est l'outil de différenciation qui sera plutôt utilisé pour ceux qui ont échoué. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Alors, soit parce qu'ils ont échoué, soit qu'ils n'ont pas encore fait. Mais pour l'outil de différenciation, l'outil de consolidation, c'est on a quand même commencé à faire quelque chose. Alors l'outil de consolidation est plutôt centré sur les relations graphophonologiques. D'accord. Et du coup, l'outil de consolidation, c'est plutôt pour les bons élèves ou plutôt pour les mauvais? C'est pour les deux. On peut penser que consolider pour un élève qui a des difficultés, c'est
améliorer, aller un peu plus loin, mais à partir de quelque chose, c'est important toujours à partir de quelque chose que l'on sait déjà un peu. Pour un élève qui n'a pas de souci particulier, ça peut être une automatisation, par exemple, du décodage, aller plus loin dans les apprentissages. Voilà. D'accord. Maintenant, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de l'outil de différenciation qui est proposé dans le guide pédagogique. On l'a vu à la fin de la présentation de Sylvain, l'outil qui est en noir et blanc. Si j'ai bien compris, donc, on fait lire à l'élève une ligne particulière ou plusieurs lignes selon ses besoins à chaque fois, mais on peut aussi aller plus loin que la lecture de chaque ligne et se servir à chaque fois des exercices comme d'une base pour proposer d'autres choses. C'est un peu comme dans le manuel finalement, on peut s'en servir pour faire d'autres types d'exercices. Oui, exactement. C'est-à-dire que proposer un outil de différenciation, c'est de toute manière on ne peut pas proposer toutes les possibilités de différenciation qui existent ou qui existeraient si on avait un système absolument parfait dans une classe. Et nous avons proposé des pistes d'exercices. Ce sont déjà des exercices en eux-mêmes, mais tout enseignant dans sa classe peut les utiliser, les transformer, en faire à partir de là d'autres exercices. Donc nous avons à chaque fois proposé 5 types d'exercices différents. Et selon les difficultés rencontrées, selon les besoins, les capacités des élèves, on les dirigera plutôt vers l'une ou l'autre ligne ou partie de ligne. D'accord, et en fait, on peut se servir des lignes pour faire aussi un peu de compréhension ou Oui. d'autres choses comme ça. Donc je vais revenir très très rapidement parce qu'il y a eu plusieurs questions posées autour de méthode globale, qui se posaient des questions sur la méthode. Notre méthode, nous avons essayé de la faire intégrative. Et en cela, nous sommes d'ailleurs disons que nous correspondons assez bien, et même complètement, je pense, à ce que nous appelons maintenant les nouveaux programmes annoncés pour la rentrée 2016. Donc la méthode intégrative, c'est-à-dire essentiellement interaction entre l'apprentissage du code, donc du décodage, de la combinatoire, mais en interaction avec la compréhension, apprendre à comprendre, et l'écriture, apprendre à écrire et écrire. Écrire pour lire, lire pour écrire. Donc c'est important parce que nous avons essayé de mêler tout le temps et à tout moment de la méthode ces 3 grandes entrées. Et la différenciation, bien entendu, n'échappe pas à cela. Alors, parmi les questions des auditeurs, on nous en a noté quelques-unes et Luc va essayer d'y répondre. La méthode s'appuie-t-elle à partir de textes naturels ou textes d'auteur? C'est un peu difficile. Le texte principal du manuel est une histoire complète. C'est-à-dire une histoire, c'est pas une succession d'histoires, c'est une histoire sur l'ensemble de l'année, avec forcément avec plusieurs aventures. Cette histoire a été écrite en même temps et un peu avant, en partie en même temps, en partie avant l'écriture du manuel. Le manuel est lui-même accompagné de 5 albums. 2 de ces albums existaient avant la méthode, étaient des albums, voilà, tout simplement, notamment Une journée de loup et Une petite mauvaise humeur. Les autres albums ont été écrits en même temps, mais pas obligatoirement complètement pour la méthode, mais en partie en se calant sur la méthode. Donc est-ce que ce sont des textes naturels? Je ne sais pas ce que ça veut dire naturel. Les textes authentiques, bien entendu, mais qu'est-ce que texte n'est pas authentique? Tous les textes sont authentiques. Donc, Alors, question suivante. En quoi cette méthode est-elle novatrice par rapport à celle qu'on trouve sur le marché, par rapport à d'autres méthodes, comme l'école des albums ou ce genre de méthode-là? C'est-à-dire que, pour reprendre ce que je viens juste de dire, cette question demande en quoi c'est nouveau. Ce que je pense nouveau, mais peut-être pas complètement nouveau, mais c'est d'essayer de mêler vraiment ces 3 dimensions, et notamment la dimension écriture et compréhension, et de proposer dans le manuel un dispositif, par exemple, d'apprentissage de la compréhension. Dispositif qui se déroule, enfin qui au fil du temps s'enrichit tout au long de l'année. Alors, mais je ne sais pas si je peux poursuivre très longtemps sur ce sujet, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui sur le thème de la différenciation et de la consolidation, et là nous sommes sur quelque chose de beaucoup plus général. Mais la consolidation et la différenciation, bien entendu, sont à tout moment convoquées pour ce travail sur l'écriture, sur l'apprentissage de la combinatoire et sur la compréhension, et les 3 sont tout le temps mêlés.
enfin le plus possible. C'est bien une méthode interactive, mais telle que l'on conçoit maintenant les méthodes interactives, c'est-à-dire qu'on appelle depuis à peu près une quinzaine d'années les méthodes dites intégratives. Alors la question suivante, y a-t-il des activités pour évaluer le profil des lecteurs dans la méthode? Ben, nous avons deux systèmes d'évaluation dans la méthode. Un système intégré à la méthode elle-même dans le cahier d'évaluation. Nous avons 5 évaluations sur l'ensemble de l'année. Ces évaluations reprennent la forme générale des exercices proposés aux élèves au quotidien. Mais à partir de ces exercices, cette évaluation essaye d'aller au-delà de ce qui a peut-être été appris dans la méthode et d'aller vers un transfert éventuel. Et en parallèle, sera disponible très bientôt sur le site 10 évaluations, 10 sur l'ensemble de l'année, et ces évaluations sont associées à chaque fois à une page qui s'appelle dans le manuel et dans le cahier d'exercice « Je révise ». Chacune de ces évaluations vient à la suite de ces pages « Je révise ». Et là, les formats d'exercice et les modalités d'exercice sont exactement les mêmes que celles du manuel. Donc, ils sont extrêmement proches là. Ce n'est pas vraiment de la répétition, mais on est très très proche du manuel. Alors que dans les 5 précédentes, on est plus dans une évaluation de transfert. Donc, nous pensons qu'avec ces 15 évaluations, alors on n'est pas obligé de toutes les faire, mais de faire tous les exercices, chacun pourra s'en emparer justement et puis voir au mieux quel est où se situent les élèves, les différents élèves de la classe. Question suivante, peut-on adapter la méthode dans un double niveau, soit grande section CP, soit CP-CE1? Oui, mais je pense que ce n'est pas la méthode elle-même, c'est-à-dire que la méthode n'est pas une méthode CP-CE1 ou grande section CP ou grande section CP-CE1. C'est une méthode d'apprentissage de lecture au CP. Mais sinon on a un cours à multiniveau, elle peut être utilisée forcément en CP et nécessairement il va falloir faire une autre activité ou d'autres activités en grande section ou en CE1. Malgré tout, peut-être que les albums, notamment la partie album en CP, peut être utilisée en lecture bien entendu à voix haute pour les grandes sections, peut-être en lecture en autonomie pour le CE1. J'ai également une question à propos de la reconnaissance lexicale. On demandait quelques exemples supplémentaires pour les lecteurs qui s'appuient sur la reconnaissance lexicale. Oui, un des 6 profils. Alors, sur ces profils, certains ont mentionné qu'ils avaient croisés lors de formation. Ces profils ont été mis en avant dans les recherches dans les années 90. Ceux que j'ai utilisés, des recherches canadiennes sous la direction de Nicole van Grunderbeck, mais également en France. Il y en a plusieurs. Jean-Marc Muroni, notamment, en Savoie, avec des méthodes différentes, à peu près les mêmes profils. C'est-à-dire que ces 6 profils-là semblent être des profils assez solides d'élèves de CP. Alors, ce n'est pas obligatoirement des profils d'élèves en difficulté pour toujours. Parce que tout élève qui apprend à lire, forcément, on pourrait le considérer comme en difficulté. Simplement, au bout de 2, 3, 4 mois, les élèves apprennent à lire et ne sont plus en difficulté. On peut parler de difficulté quand l'élève ne parvient pas à dépasser justement ce premier stade. D'où nos outils de consolidation pour ceux qui ont un peu commencé, voire de différenciation pour ceux qui ont échoué. Un autre outil de différenciation, justement, ne reprend pas les mêmes exercices que le manuel. C'est important, ça. C'est-à-dire d'essayer pas de refaire la même chose. On a essayé de faire différemment. Pour prendre une image, je l'utilise, c'est Philippe Mérieux qui l'a donné lors de ses conférences. C'est un enfant qui n'aime pas la soupe, on lui dit t'en prends 3 cuillères de plus et tu vas l'aimer. Non, c'était justement, ça ne marche pas. Donc on a essayé, s'il n'aime pas la soupe, s'il a échoué un apprentissage, on a essayé de proposer autre chose, sans pour autant avoir la prétention de dire que nous avons réglé les problèmes. Ça fonctionne, mais bien entendu, nous n'avons pas la prétention de croire que tous les élèves vont réussir. Ce que nous essayons de dire, c'est que tous les élèves vont progresser. Et ça, c'est important. Tous sont capables de progresser. Mais est-ce que tous, à la fin de l'année, seront exactement au même niveau? Non. Voilà. Sans doute que non. Alors la question suivante est sur la méthode. Quelle est la place de la production d'écrit dans la méthode?
Et éventuellement d'ailleurs dans la différenciation et la consolidation. Alors, encore une fois, j'ai déjà dit plusieurs fois, la différenciation et la consolidation sont partie intégrante de la méthode. C'est-à-dire que ce qui vaut pour la méthode vaut pour la consolidation, vaut pour la différenciation et réciproquement. Donc les parts d'écriture, de production d'écrit, sont tout aussi importantes en différenciation, en consolidation, que dans l'ensemble du manuel. Et la part d'écriture est extrêmement importante. Ce n'est pas, je ne pourrais pas dire que c'est tant de pourcents, par exemple. L'écriture est présente tout le temps, et dès le début de l'année, dès la première leçon. On écrit tout le temps, constamment. Avec la méthode Ribambelle ou Mika? La différence sans doute principale, c'est pas si facile, mais notre méthode, c'est-à-dire équilibre entre la mémoire et la compréhension. Et surtout, peut-être d'abord pour l'écriture tout le temps. L'écriture au service de l'apprentissage de la lecture, de la compréhension également. Et puis en compréhension, le dispositif d'apprentissage de compréhension. Un dispositif progressif tout au long de l'année. Je pense que pour le moment, aucun manuel ne propose ce type d'outils. Donc c'est une différence importante et peut-être qu'avec tous les manuels existants, je pense que c'est le seul manuel également à proposer une seule histoire sur l'ensemble de l'année. Là, nous avons voulu cela, ça n'a pas été facile d'écrire une seule histoire tout en respectant, justement tout à l'heure quelqu'un posait la question de texte naturel, authentique. Bien entendu que c'est un peu travaillé, mais quel texte n'est pas travaillé? Mais les textes qui racontent déjà une histoire du début de l'année ne sont forcément pas les mêmes que ceux de la fin de l'année. Les élèves ayant acquis un certain nombre de compétences en fin d'année qu'ils n'avaient pas au début de l'année. Mais ce que nous avons voulu par cette histoire, par une seule histoire, c'est que ça reste dans le même univers. Nous paraissait extrêmement important, afin justement de ne pas avoir ce paramètre à prendre en compte en plus. Ce paramètre est pris en compte dans les albums, ou dans les albums, nous changeons d'univers, sauf le dernier album qui reprend l'univers de Till et ses amis. Mais dans le manuel lui-même, on retrouve les mêmes personnages, ça se passe dans le même monde, avec les mêmes relations entre eux. Ce qui fait qu'une fois que ces choses seront installées, c'est-à-dire très rapidement dans l'année, les élèves n'auront plus ce genre d'informations à gérer. Alors, une question sur la différenciation. Comment faire pour différencier en écriture quand l'enfant ne maîtrise pas encore le geste graphique? Et du coup, est-ce qu'on ne va pas avoir beaucoup de problèmes pour faire une interaction lecture-écriture quand l'enfant ne sait pas encore maîtriser le geste graphique? C'est-à-dire que voilà, c'est assez difficile de répondre à cette question parce qu'il faudrait savoir ce qu'on entend par ne pas maîtriser le geste graphique. C'est extrêmement rare en fait qu'un élève ne maîtrise absolument pas le geste graphique. Ce sont des élèves qui relèvent plutôt de troubles assez graves, mais qui ne sont pas des... Disons que notre outil de différenciation, nos outils de différenciation et de consolidation ne s'adressent pas à ces élèves-là. C'est-à-dire qu'il y a sans doute une partie de nos élèves dans les classes qui relèvent de troubles, de dysfonctionnements cognitifs. Donc certains dysfonctionnements cognitifs ne sont pas pris en charge, bien entendu, par le manuel. Ça relève de prise en charge beaucoup plus lourde. Et un élève qui ne maîtrise pas du tout le geste graphique, c'est quand même qu'un élève qui est en grande, grande difficulté sur un trouble cognitif particulier. Sinon, oui, il peut écrire mal, ça ne me paraît pas essentiel. Le geste graphique, c'est d'arriver à écrire une lettre, un mot que l'on peut relire dans un premier temps. Alors si le geste est plus ou moins maîtrisé, ça ne n'empêche pas d'écrire un mot voilà, à partir du moment où même si les lettres tremblent, s'il manque un petit morceau d'une lettre, c'est pas très grave au départ. Voilà. C'est le parti pris que nous avons choisi. Toujours sur l'écriture, pourquoi des mots et des phrases en cursive dès le début de l'année dans le manuel? Est-ce qu'on ne lit pas finalement en script? Pourquoi est-ce qu'il y a la double écriture dans le manuel au début de l'année? Eh bien ça, c'est une question que nous nous sommes posée. Nous n'avons pas, là je ne vais pas vraiment donner la réponse, hein. Mais il y a quelques atouts dans la cursive. La cursive permet de relier l'ensemble des lettres d'un même mot, ce que ne permet pas l'écriture script. Donc
pour des élèves ayant des difficultés au départ peut-être dans l'écriture, cela permet d'éviter d'avoir des lettres qui sont, quand on ne sait pas à quel ensemble les rattacher, à quel mot les rattacher. Maintenant, si la question du cursif et du script n'est pas complètement tranchée, certains pays, en effet, limitrophes de la France, ne font pas d'écriture cursive. Les élèves aussi apprennent à lire. Mais les recherches sur la cursive et le script n'ont pas vraiment tranché, sauf que la maîtrise de l'écriture cursive semble, je dis bien semble parce que je n'ai peut-être pas toutes les informations nécessaires pour répondre plus précisément, semble être un indicateur des compétences des élèves en fin d'école primaire. C'est-à-dire qu'un élève qui a automatisé le geste graphique n'est pas en échec scolaire, alors qu'un élève qui n'a pas automatisé ce geste l'est au collège notamment. Là, on peut voir quelques informations chez Pascal Zesiger. C'est un chercheur genevois. Zesiger avec un Z. J'ai une question sur les intelligences multiples. Tenez-vous compte des intelligences multiples dans votre méthode? Alors là, je ne sais peut-être pas répondre, parce que je ne savais pas il faudrait une précision. Qu'est-ce qu'une intelligence multiple? La méthode s'adresse à tout le monde. Hein. Voilà. Et j'ai parlé tout à l'heure des troubles. Elle s'adresse aussi aux élèves qui ont des troubles, mais ceux-là doivent avoir, dans le cadre du webinaire d'aujourd'hui, pour la différenciation, une aide supplémentaire. Je pense à certains dyslexiques, notamment, pour parler d'un trouble qui n'est pas trop important. Il y a des dyslexies pas trop importantes. Notre méthode ne va pas régler le problème de la dyslexie. Je pense qu'il faut là une aide spécifique pour ce type d'élèves. Mais on s'adresse à tout le monde, oui, je pense. Enfin, j'espère. Alors, cette méthode intègre-t-elle les consignes d'enseignement explicites? Est-ce qu'on a des consignes d'enseignement dans cette méthode? Je pense que dans le guide pédagogique, oui. Alors, donc pas dans le manuel. Mais... Pas dans le manuel. Dans le manuel, les consignes de travail, les consignes d'activité, les tâches des élèves sont, je pense, explicites. Et nous nous sommes efforcés de ne pas les faire varier d'une leçon à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une évolution lente des exercices. Nous le mentionnons d'ailleurs dans le guide pédagogique. À chaque fois qu'un exercice nouveau apparaît, c'est mentionné dans le guide pédagogique. Donc à chaque fois, il est mentionné pourquoi cet exercice apparaît, et bien entendu, pour quelle raison un autre exercice va disparaître, parce qu'on ne peut pas maintenir tous les exercices. De toute façon, certains exercices de début d'année, une fois bien maîtrisés, certaines n'ont plus lieu d'être. Donc oui, nous avons essayé d'être le plus explicite possible et de reprendre et d'utiliser toujours le même mot pour la même chose. Le guide pédagogique est par ailleurs, à la fin du guide pédagogique, on trouve un glossaire. Le glossaire, est un ensemble de termes qui sont utilisés dans le guide. Et ce glossaire vaut pour notre méthode. C'est-à-dire, nous ne disons pas que ce qui est dans le glossaire, ce sont les termes qui sont acceptés par tous. Nous avons donné des définitions qui sont valables pour notre méthode. Et chacun peut s'y reporter. Il y a même quelques exemples aussi. Voilà. Alors, autre question. Comment différencier lorsqu'un groupe d'enfants sait déjà lire dès la rentrée des classes? Là, forcément, là, nous pouvons déjà au moins déjà lire peut-être les albums. C'est un problème pratiquement impossible à gérer. Ça, c'est-à-dire que on pourrait s'interroger sur leur présence en classe de CP, peut-être à ce moment-là. Parce que s'ils savent déjà lire, savent-ils déjà compter, savent-ils déjà, peut-être que relèvent-ils déjà du CE1. Mais sinon, oui, peut-être dans un premier temps, je pense que jusqu'à Noël, ce que nous proposons en lecture peut être accessible à ces élèves-là, peut-être en autonomie. En écriture, les exercices sont accessibles tout au long de l'année, puisque les consignes d'écriture valent pour tous, mais ce que l'on va attendre des uns et des autres peut être différent. Là, on peut attendre quelques mots pour un élève qui est légèrement en difficulté ou légèrement en retard. Et pour un autre, ce sera un petit paragraphe, et peut-être pour les élèves sachant déjà lire en début d'année, peut-être un petit texte. En revanche, au niveau de nos documents de lecture, nous ne proposons que ce que nous proposons. Bien entendu, si l'élève sait déjà en début d'année lire les textes de la fin de l'année et l'ensemble des albums, il faudra fournir d'autres albums, d'autres textes.
Question suivante. Quels sont les dispositifs pour l'automatisation de la lecture, à part la lecture rapide des syllabes ou des mots? Je veux bien continuer à répondre, mais on est assez loin C'est loin de la par vos différenciation. questions, oui, de la différenciation et de la consolidation. Mais ça, c'est au fur et à mesure du manuel. C'est-à-dire que c'est les exercices que nous proposons dans le manuel, dans le cahier d'exercices, qui sont des entraînements à cette automatisation, notamment des exercices peut-être un peu sous forme ludique, où on lit de plus en plus vite certaines phrases, certains mots, lire dans un sens, lire dans l'autre sens, ce qui a été proposé dans la vidéo qui a précédé cette intervention. Voilà, tout un tas de petits exercices de ce genre-là, très faciles à mettre en place. Voilà. Mais l'automatisation, nous faisons le pari que l'automatisation va venir à partir du moment où l'on a, disons, envie de comprendre. C'est-à-dire que quand on commence à savoir décoder, forcément, parce que pour comprendre un texte, il faut savoir à minima un peu le déchiffrer, mais une fois qu'on sait un peu le déchiffrer, qu'on trouve de l'intérêt dans la lecture, la motivation à lire va permettre l'automatisation du décodage. C'est un pari, il n'y a pas de recherche très précise sur ce sujet. C'est un pari de la méthode. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a intérêt à lire que l'on va améliorer son automatisation. Il n'y a jamais rien de totalement automatique, malgré tout, en lecture. Je pense là aux travaux notamment de Jean-Émile Gombert. C'est-à-dire que on croit que c'est automatique parce qu'on a cette impression. Mais jamais la lecture n'est complètement automatisée. C'est un peu comme la conduite automobile. On croit être dans l'automatique, mais on n'est jamais totalement dans l'automatique. Alors j'ai de nouveau une question pour essayer de repréciser un peu l'outil de consolidation. Est-ce qu'on peut juste réexpliquer un petit peu comment il est conçu et comment il fonctionne? Un auditeur qui aimerait en préciser un peu plus. C'est-à-dire que ce qui serait plus facile, c'est d'avoir l'outil devant soi pour l'expliquer. C'est-à-dire que cet outil, je répète, d'abord, c'est un outil extrêmement simple à utiliser. Il ressemble plus à une banque d'exercices, progressive. Et il est centré principalement, dans un premier temps, sur les relations graphophonologiques. Donc, je répète, il s'adresse à des élèves qui ne sont pas complètement en échec. Parce que cet outil va peut-être sans doute pas servir à grand chose. En revanche, ceux qui ont commencé à faire quelque chose, ils vont trouver là des exercices. Et vous avez vu dans la présentation que ces exercices ne se situent pas tous au même endroit. C'est-à-dire qu'il y a des exercices de plus en plus difficiles. Je ne sais pas si sans l'outil, c'est très très difficile d'expliquer. Il faut pouvoir montrer les exercices pour aller plus loin. Je crois que c'est trop difficile là avec cette vidéo. D'accord. Au moment de l'évaluation, devons-nous proposer les mêmes objectifs pour chaque élève ou alors différencier dans le moment spécifique de l'évaluation? Moi, je pense qu'on propose la même chose à tous les élèves et que c'est au moment plutôt de notre regard sur ce qui a été produit que l'on va produire de la différenciation. C'est-à-dire que proposer les mêmes exercices ne dit pas qu'il va falloir les évaluer tous exactement de la même manière ensuite. Voilà. Je veux dire que l'évaluation, c'est pour savoir où ils en sont. Donc, on propose la même chose, oui. Mais éventuellement, si vraiment un élève est en échec, on va peut-être lui proposer un peu moins. Ou on va peut-être l'aider légèrement, lui donner. Mais le problème, là, c'est qu'il faut être extrêmement clair. Parce qu'il faut, à mon avis, que c'est l'enseignant qui doit être extrêmement clair par rapport à sa présence, à son aide auprès de l'élève. C'est-à-dire que le risque étant toujours, comme en dictée à l'adulte, de faire à la place d'eux. Voilà, et là, dans un manuel, c'est extrêmement difficile, quasiment, je pense que c'est impossible de proposer quelque chose. C'est chaque enseignant dans sa classe qui va mesurer, qui va faire des choix. Il va prendre nos exercices, peut-être qu'il va en construire, à partir de nos exercices, en construire d'autres. Ce que j'ai envie de dire, c'est que chacun peut faire ce qu'il veut avec. La méthode, une fois s'il l'utilise, elle lui appartient. Et elle lui appartient, quitte à modifier et les textes, et éventuellement cacher des morceaux d'images, refaire certains exercices, changer des consignes. Voilà. À partir du moment où on reste dans une cohérence par rapport à l'ensemble du travail et aux 10 principes énoncés au début de la méthode. Alors j'ai encore 2 questions sur les évaluations.
On nous demande s'il y a dans la méthode des évaluations diagnostiques et des évaluations positives. Je réponds à la deuxième, toutes sont positives, hein. C'est-à-dire que l'idée, c'est forcément, nos évaluations servent à mesurer là où les élèves en sont par rapport à l'apprentissage de lecture tel que nous l'avons proposé dans notre méthode, donc par rapport à la progression de la méthode. Mais c'est tout positif, oui. Je dirais que le côté positif, c'est le regard que va porter, c'est peut-être plus ce que je viens de dire juste avant, le regard que va porter l'enseignant sur ce qu'a produit l'élève. Voilà. Alors, évaluation diagnostique, ben oui, la première évaluation du début de l'année, on peut la considérer comme diagnostic. Mais nous ne proposons pas réellement une évaluation a priori. Disons que en route vers le CP, c'est la première partie de notre méthode, ça s'intitule En route pour le CP. Elle propose sur deux doubles pages, un certain nombre d'activités, et au cours de ces activités, chaque enseignant pourra mesurer là où ses élèves sont, c'est-à-dire sur différentes choses, sur leur capacité à écrire, au sens peut-être graphisme du terme, leur capacité de compréhension éventuellement, même leur capacité de lecture. Et peut-être que c'est là qu'on verra que certains d'entre eux, en effet, savent déjà plus ou moins, voire complètement lire. J'ai une question sur l'acculturation, plusieurs d'ailleurs. L'acculturation est-elle prise en compte dans l'apprentissage et sous quelle forme? Alors, nous espérons, c'est pour que l'ensemble des... Nous avons 4 albums, disons, fiction, littéraire, qui racontent une histoire. Je reviendrai sur eux très rapidement ensuite. Et un album documentaire. Donc nous avons 2 types de textes très différents. L'album documentaire portant sur les pompiers. Dans les 4 albums que nous proposons, l'un de ces albums est une réécriture de La cigale et la fourmi. Et nous proposons dans le manuel, pour ces 4 albums, des pages du Je découvre, dans lesquelles nous proposons des exercices qui ouvrent sur d'autres activités, et notamment des liens avec certains sites, avec d'autres documents que l'enseignant peut utiliser. Malgré tout, nous n'avons pas essayé de faire, par exemple, comme la méthode dont le nom m'échappe là, mais que je vais retrouver, oui, Un monde à lire, pardon. Un monde à lire qui est une méthode qui prend en compte l'ensemble des programmes du CP. Nous avons préféré nous centrer quand même prioritairement sur la lecture, le littéraire, et avec des ouvertures vers le documentaire et vers la lecture d'images. Mais nous n'avons pas voulu prendre en compte l'ensemble de ce qui se passe en CP, pour laisser justement une marge de manœuvre à l'enseignant. On peut utiliser notre manuel et par ailleurs utiliser autre chose, faire autre chose. Ce qui est très difficile si l'on suit par exemple le manuel Un monde à lire. Bien Luc, c'était en fait la dernière question parce que dans le temps imparti pour cette conférence, nous n'avons malheureusement pas le temps de répondre à toutes les questions. Donc je remercie les auditeurs pour leur participation et toutes les questions que vous souhaiteriez poser encore à Luc Maisonneuve, vous pouvez les poser par mail. Donc contactez notre équipe à l'adresse suivante, emailing@edition-belin.fr. On s'efforcera de transmettre donc les questions à Luc pour qu'il puisse éventuellement vous faire une réponse. Donc je vous rappelle que la vidéo qui vous a été présentée est disponible en téléchargement sur l'écran suivant qui va apparaître et que l'ensemble de cette conférence sera disponible sur YouTube, je pense, au début de semaine prochaine. Merci à tous. Merci, au revoir.